Il faut qu'il y ait un contrôle du juge pour justement éviter les abus. La défense de vos libertés fondamentales. Bonjour à tous, David Guillon, avocat au barreau de Montpellier. Bienvenue ici pour cette nouvelle émission sur les soins sans consentement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la présidente de l'association CCDH. Vous allez nous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Bienvenue. Merci beaucoup, Maître Guyon. Merci de cette vidéo aujourd'hui. Alors, donc, je me présente. Donc, je suis Mylène Lescudier, donc la présidente de la Commission des citoyens pour les droits de l'homme, la CCDH, et nous défendons les familles et les victimes d'abus psychiatriques. Donc, nous défendons les droits de l'homme dans le milieu de la psychiatrie. Et donc, nous travaillons à l'amélioration de la loi française pour défendre les personnes hospitalisées sans leur consentement. Et également, on aide des victimes d'abus psychiatriques à être en relation avec des professionnels du droit, des avocats compétents sur cette question pour défendre leurs droits et leur voie de recours pour contester un éventuel abus en psychiatrie ou une éventuelle hospitalisation abusive ou encore des mesures privatives de liberté comme la contention ou l'isolement. Merci pour cette présentation. Alors, je vais juste rappeler pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui et qui ne connaissent pas forcément les soins sans consentement, l'internement psychiatrique, l'internement forcé, l'hospitalisation d'office. Tous ces termes, en fait, c'est la même réalité, hein, c'est l'internement psychiatrique. C'est le fait que, sans vous demander votre avis, on va vous hospitaliser et on va vous contraindre à prendre un traitement dans votre intérêt. En tout cas, c'est ce que prévoit le législateur. Ces différentes mesures, passé un certain délai, font l'objet d'un contrôle devant un juge qu'on appelle le juge de la liberté et de la détention, et l'avocat est obligatoire. L'avocat a pour objectif non pas de savoir si la mesure est justifiée ou non médicalement, hein, c'est le rôle du médecin. En revanche, il a le devoir et le rôle de soulever la régularité, les irrégularités éventuelles de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, parce que, bien entendu, si un abus a lieu, eh bien, ces garanties fixées par le législateur ont pour vocation à y mettre fin. Donc, c'est ça, en fait, l'intérêt de l'intervention d'un avocat dans les milieux psychiatriques. Et donc, la CCDH a fait appel à mon cabinet afin de pouvoir les assister dans un certain nombre de situations, notamment dans le sud de la France, où il y aurait des abus en matière d'internement, de manière à pouvoir s'assurer de la parfaite régularité de ces différentes mesures. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. Vous voulez ajouter quelque Absolument. chose sur la présentation de votre association, oui? Oui, alors c'est vrai que dans le cadre de notre association, on fait plusieurs actions. On fait de la sensibilisation sur les abus de la psychiatrie. On fait des brochures d'information également destinées aux agences régionales de santé, aux députés, sénateurs, membres du gouvernement, etc., pour les sensibiliser sur le fait que sur le papier, nous avons une loi, voilà, plusieurs articles du Code de la santé publique qui régit l'hospitalisation sans consentement, mais que en réalité, ce n'est pas appliqué pour plusieurs. Je vais détailler rapidement les principales violations de la loi actuelle en France en matière de soins sans consentement. Par exemple, vous avez une utilisation majoritaire des procédures de péril imminent ou d'urgence, alors que selon la loi, ces procédures doivent être utilisées à titre exceptionnel, justement en cas de péril imminent, extrême urgence. Pourquoi? Parce qu'elles présentent moins de garanties contre l'internement abusif ou arbitraire, parce que dans le cadre d'une hospitalisation, je dirais dite normale à la demande d'un tiers, vous avez quand même 2 certificats médicaux circonstanciés, dont un qui émane d'un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Vous avez le tiers qui est un proche qui doit justifier de liens antérieurs avec le patient. Donc alors que par exemple, si on prend le cas du péril imminent, le péril imminent doit être constaté par un psychiatre, un médecin, mais par exemple si la famille est en désaccord avec l'hospitalisation, elle n'aura pas son mot à dire si le psychiatre considère que l'hospitalisation est nécessaire au vu du péril imminent. Donc le gros problème en France, c'est que nous, en tant qu'association, on collecte les rapports annuels des commissions départementales des soins psychiatriques. Donc, ce sont des commissions qui sont rattachées aux agences régionales de santé et qui sont chargées justement de recueillir éventuellement tous les témoignages d'abus de la part des personnes hospitalisées, entre autres. En tout cas, ils doivent veiller à l'application de la loi en matière d'hospitalisation en psychiatrie. Et donc, chaque année, ils émettent un rapport annuel
et qui détaille les statistiques d'hospitalisation sans consentement. Et donc nous, à l'analyse de ces rapports annuels depuis de nombreuses années, hein, on fait ça depuis 2008, donc on voit l'évolution des statistiques d'hospitalisation sans consentement par département, et on voit que dans la grande majorité des départements français, malheureusement, il y a une utilisation majoritaire de ces procédures d'urgence ou de péril imminent, et donc on voit que c'est un petit peu la solution de facilité pour procéder à l'hospitalisation de quelqu'un. Donc on tire la sonnette d'alarme auprès des autorités pour dire il y a une loi, il faut l'appliquer, il faut la respecter. Donc ça, c'est le premier aspect par rapport concernant les mesures de soins sous contrainte. Et ensuite, il y a tout l'aspect, vous parliez tout à l'heure du contrôle par le juge des libertés et de la détention, enfin du fait que c'est le contrôle de la régularité de la mesure doit être effectué par le juge, et donc pour se défendre devant le juge et vérifier cette régularité, il faut faire appel à un avocat. Et là, je ne sais pas si vous voulez en parler en tant qu'avocat qui assure justement la permanence au barreau de Montpellier et qui défend très régulièrement du coup des personnes qui font l'objet de mesures de soins sans consentement. Comment vous voyez l'application de ce contrôle et de de ce contrôle du JLD, du juge des libertés et de la détention, vous en tant qu'avocat, comment vous l'interprétez et comment vous le ressentez au sein des tribunaux? Alors déjà, ce qui effectivement est quand même bénéfique, c'est qu'on a une permanence, notamment à Montpellier, quand même très active, avec des avocats qui sont formés très régulièrement. Je crois qu'on a à peu près 4 heures de formation obligatoire uniquement dédiée aux soins consentement par an. Donc c'est quand même 4 heures où on se réactualise constamment sur les évolutions législatives. Donc c'est vrai que c'est une chance que nous avons au sein du barreau, et nécessairement ça fait que nous avons des avocats qui sont quand même assez actifs sur cette question-là et qui vont soulever des moyens d'irrégularité durant les audiences. Ce qu'on regrette quand même parfois, c'est qu'on constate qu'on a certains confrères qui ne font pas le travail, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas soulever les moyens d'irrégularité lorsque la personne pourtant souhaite sortir de l'hôpital, parce que, bien entendu, si elle ne souhaite pas sortir de l'hôpital, on peut comprendre qu'il n'y ait pas forcément un intérêt à soulever les moyens d'irrégularité, quoique, on pourra en rediscuter. Et puis surtout, lorsqu'il y a des véritables moyens d'irrégularité, il est dans l'intérêt de la loi que ces moyens puissent être soulevés. Parce que si, à un moment donné, le juge de la liberté de la détention considère que la mesure peut être quand même justifiée sur le plan médical, mais qu'elle ne respecte pas la loi, la loi lui permet de différer de 24 heures la levée de l'hospitalisation sous contrainte. C'est-à-dire qu'il laisse 24 heures de temps pour permettre à l'hôpital de prendre une nouvelle mesure et de réhospitaliser la personne tout en respectant la loi. Donc on voit qu'on a une conciliation qui est tout à fait possible entre la régularité de la mesure et la nécessité de cette mesure, qui relève encore une fois de la libre appréciation des médecins, et qui, encore une fois, ne doit pas non plus être entravée par la justice si ces soins sont justifiés et qu'on est véritablement dans le cadre fixé par la loi. Dans ce cas-là, il n'y a rien d'anormal à ce que la personne puisse rester, en tout cas en hospitalisation sous contrainte. Mais il faut qu'il y ait un contrôle du juge pour justement éviter les abus. Donc nous, ce qu'on constate, c'est que très souvent, le juge de la liberté de la détention va avoir tendance à régulariser des mesures d'hospitalisation qui sont manifestement irrégulières. Et ça, c'est dommage, parce que ce n'est pas dans l'intérêt du droit, et ce n'est pas non plus dans l'intérêt de l'hôpital qui, lorsqu'il existe une main levée, va modifier ses pratiques administratives, et donc va améliorer le respect de la légalité et à la fois le respect d'éviter les abus des personnes hospitalisées. Donc c'est dans l'intérêt finalement de tous que les juges de la liberté de la détention procèdent à des mains levées lorsqu'ils constatent qu'il y a de véritables irrégularités. C'est ce qu'on parfois on peut regretter. Et alors justement, quels sont les moyens d'irrégularité reconnus par la justice pour justement justifier une main levée? Alors, ils sont divers et variés. Je pense qu'on pourrait peut-être plutôt en parler dans une autre émission, si vous le souhaitiez, parce que là, ça fait l'objet carrément d'une émission qui, à mon avis, serait beaucoup plus intéressante de pouvoir approfondir. Je pense qu'il faut peut-être se concentrer uniquement sur cette première émission, en tout cas sur la présentation de votre association. Et puis là, je propose qu'on parle un peu de notre partenariat. Ça vous convient? Oui, très bien. Super. Très bien. Je vous suis. Parfait. Bon. Écoutez, on va parler donc du partenariat de la CCDH et de mon cabinet. Écoutez, je vous laisse un petit peu nous expliquer au début ce qui a motivé finalement à ce que vous me contactiez dans un premier temps, et puis ensuite dans un second temps, je vais expliquer un petit peu le partenariat que j'ai mis en place avec vous et comment on va essayer de le développer.
Oui, alors notre objectif, nous, en tant qu'association droits de l'homme luttant pour le respect de la loi et des droits de l'homme en psychiatrie, c'est vraiment d'assurer une information auprès de toutes les victimes et familles de victimes d'abus psychiatriques sur leurs droits et leurs voies de recours. Et en fait, il faut savoir que quand une personne est hospitalisée, ben, ça va vite, parce que dans un délai de 12 jours, elle doit être auditionnée devant le juge des libertés et de la détention, il faut qu'elle ait un avocat de son choix ou un avocat commis d'office. Et donc, pour nous, il est indispensable que la personne soit mise en relation avec un avocat compétent, efficace et qui connaisse vraiment cette problématique, enfin cet aspect du droit du soin sans consentement. Et donc, parce qu'on vous parliez tout à l'heure du fait que vous, dans votre barreau à Montpellier, il y avait plus de 4 heures minimum de formation qui étaient administrées chaque année sur la question du soin sans consentement. Mais je ne sais pas si c'est le cas de tous les barreaux français et si cette voilà, si ça doit être généralisé, parce que on constate que, au vu du faible taux de main levée d'hospitalisation sous contrainte dans certaines juridictions, on voit que bah, les avocats ne soulèvent pas les moyens d'irrégularité et du coup, il n'y a pas un respect de la loi et les conditions en réalité ne sont pas respectées pour justifier l'hospitalisation sous contrainte. Et donc, c'est pour ça qu'en tant qu'association, on souhaite vraiment apporter à nos membres un conseil juridique efficace et c'est pour ça qu'on souhaite les diriger vers des avocats compétents. Et donc, on vous a contacté, Maître Guyon, parce que vous êtes spécialiste de cette question, spécialiste des libertés fondamentales, et vous aviez vous étiez intervenu dans un média sur bah, justement vous rappeliez les conditions en fait pour justifier une hospitalisation sans consentement et c'est pour ça on s'est permis de vous contacter et du coup donc on a collaboré et notre collaboration a été un succès, enfin notre première collaboration et on continue. C'est que bah, on a été contacté par une jeune femme qui était enceinte et qui près d'Uzès et qui s'est fait hospitaliser sans consentement. Et voilà, on a fait appel à vous et du jour au lendemain, enfin voilà, vous avez pris tout de suite le dossier et le lendemain de Montpellier, vous êtes allé à Uzès, vous avez assuré l'audience devant le JLD. Et vous avez étudié le dossier à fond et vous avez soulevé tous les motifs, tous les moyens d'irrégularité et vous avez obtenu la libération de cette personne, vous avez obtenu la main levée de la mesure et cette personne aujourd'hui est sortie de l'hôpital, elle était quand même enceinte, donc son histoire nous avait particulièrement touchés et surtout vous lancez une seconde procédure pour dommages et intérêts suite à cette hospitalisation abusive. Oui, ben effectivement, l'objectif du partenariat qu'on a mis en place, c'est de vous permettre, à vous, la CCDH, eh bien, de donner à vos adhérents, finalement, la possibilité de pouvoir contester utilement les mesures d'hospitalisation. C'est-à-dire que très souvent, ben, c'est un peu la loterie. Soit on tombe sur un avocat qui est sensible à cette question-là, et effectivement, on va avoir quelqu'un qui va nous défendre bec et ongle avec la possibilité de soulever des moyens d'irrégularité, soit parfois on va tomber sur effectivement des avocats peut-être un peu moins sensibles à cette question-là, qui vont davantage faire de la pédagogie, ce qui n'est pas leur but, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour faire de la pédagogie ou expliquer aux patients qu'il doit rester à l'hôpital, mais bien pour s'assurer que la loi est respectée, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement. Vous avez évoqué effectivement cette histoire donc à Uzès où je suis intervenu un petit peu au pied levé la veille au lendemain et où effectivement on a permis de soulever un moyen d'irrégularité qui n'est pas un moyen d'ailleurs anodin puisqu'en réalité on a obtenu la main levée sur la compétence de la personne qui avait saisi le juge de la liberté de la détention, c'est-à-dire que cette personne n'était pas habilitée à pouvoir saisir le juge de la liberté de la détention. Bon, ça veut bien dire en fait que ce type de moyen n'est jamais soulevé parce que, en réalité, c'est quelque chose qui devrait assez rapidement prospérer. C'est-à-dire que tous les avocats devraient soulever quasiment systématiquement ces principes tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte qui permettent très souvent eh bien, de faire tomber ce type de mesures, notamment lorsque il y a des changements de préfet, ce qui était le cas ici, ou lorsque simplement les délégations de signature et de compétences sont très générales, ce qui ne correspond pas aux exigences fixées par le Code des relations entre le public et l'administration. Donc ça, je refais un peu la parenthèse, c'est un peu technique, mais tout ça pour dire finalement que on a obtenu la main levée sur un moyen qui aurait dû, à mon sens, déjà permettre de prospérer déjà depuis bien longtemps. Mais vous êtes Continue. pionnier du coup de ce motif de main levée et ça va permettre à d'autres avocats d'utiliser également cette jurisprudence.
Bah, on espère. Après, c'est surtout en fait est-ce que les confrères se forment à cette matière-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui bouge assez régulièrement, qui est une matière un peu complexe, qui est à la portée, qui est vraiment à la croisée des chemins entre le droit administratif, la procédure pénale, la procédure civile, et par conséquent, bah, automatiquement, ça peut poser des difficultés par rapport à cela, puisque eh bien, c'est une matière qui est complexe à maîtriser. Donc, on peut comprendre que ça puisse poser souci. Il nous reste 6 minutes. Je propose de parler des projets à venir. Oui, absolument, des projets, nous en avons plein. Nous voulons bien entendu agrandir tout ce réseau d'avocats, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'avocats qui souhaitent se joindre à ce réseau d'avocats, parce que bah, je dirais que chaque année, vous avez plus de 75 000 personnes qui sont hospitalisées sans consentement. Vous parliez du fait que cette matière bah, utilise voilà du civil, du pénal, enfin c'est un mixte un petit peu. Le droit des personnes hospitalisées, ça peut être un droit assez complexe avec une jurisprudence constante, enfin pas constante justement, qui change. Et c'est vrai que pour nous, c'est indispensable de pouvoir répondre à la demande parce qu'on est contacté chaque semaine par des dizaines de victimes et malheureusement, bah, je dirais, c'est un petit peu partout en France. Donc, quand c'est en Bretagne, on a besoin de pouvoir avoir un interlocuteur, un avocat local. Et la Bretagne, c'est grand, il y a tous les départements. Donc, voilà, il faut qu'on puisse vraiment avoir des référents dans tous les départements français pour vraiment répondre à la demande et faire en sorte surtout que les personnes soient correctement informées de leurs droits et de leurs voies de recours, parce que c'est très important en psychiatrie, et ça c'est oublié. Souvent, on a tendance à dire quand la personne, elle est psychiatrisée, bah, on ne doit pas entendre son avis parce qu'elle est malade mentale et ou elle est tellement sous l'emprise de psychotropes que tout ce qu'elle va dire, bah, il n'y a rien de rationnel, etc. Mais il faut la considérer comme un citoyen qui a des droits et des voies de recours, et c'est pour ça qu'on veut vraiment créer toute une série aussi de vidéos sur voilà quels sont vos droits, quelles sont vos voies de recours, comment vous pouvez contester une mesure de soins sous contrainte, comment vous pouvez contester une mesure d'isolement ou de contention, qui peut initier une hospitalisation sous contrainte. Vous parliez du fait qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas habilité à saisir le juge, donc quelles sont les autorités habilitées, etc. Tout ça, ce sont des informations que les citoyens français doivent avoir parce que malheureusement, bah, ça peut arriver à n'importe qui. Et nous sommes en France, donc on doit connaître la loi et on doit savoir pouvoir la comprendre et l'interpréter. Et voilà, donc c'est tout notre projet spécifique hein, avec vous et tout cette création de réseau d'avocats. On en a bien d'autres, mais voilà, en tout cas, on est très heureux au sein de l'association de savoir que vous nous soutenez, je dirais, dans cette collaboration, dans ce projet, et de savoir que ça vous tient particulièrement à cœur, en fait, cette problématique. Alors, moi, je voulais aussi évoquer la nouveauté un petit peu législative qui est intervenue au courant de l'année 2022 avec le contrôle des mesures d'isolement et de contention. Donc, ce sont des mesures qui auparavant ne faisaient pas l'objet d'un contrôle, qui aujourd'hui, eh bien, peuvent être connues du juge de la liberté et de la détention, qui va regarder s'il n'y a pas un abus dans l'application de ces mesures. Et donc, on sait qu'on a 3 situations. Tout d'abord, le juge de la liberté et de la détention peut se saisir d'office. Ensuite, le directeur de l'établissement doit informer le juge de la liberté de la détention dans un délai de 24 heures pour les mesures de contention, c'est-à-dire vous êtes avec la camisole, et les mesures d'isolement dans un délai de 48 heures. S'ils ne le font pas, ça fait sauter la mesure est levée, c'est-à-dire qu'on ne peut plus mettre sous contention ou en isolement la personne. On a 3 possibilités à ce moment-là, lorsque le juge de la liberté de la détention est saisi, soit la personne décide d'être entendue sans avocat, soit la personne décide d'être entendue avec un avocat, soit la personne n'est pas en état d'être entendue et donc l'avocat intervient de manière d'office. Mais ça veut dire que dans une de ces hypothèses, l'avocat finalement n'est pas forcément de droit et on peut imaginer assez aisément que, comme en matière finalement de garde à vue ou d'audition libre, on va expliquer que l'avocat fait retarder finalement la procédure et qu'il y a plutôt un intérêt à ce qu'il n'intervienne pas pour qu'on puisse rapidement solder ce problème. C'est quelque chose qui est une réalité. Donc, on peut regretter effectivement avec l'évolution législative que l'avocat n'ait pas été rendu obligatoire, automatique, comme pour les mesures de soins sans consentement. Peut-être qu'on y viendra, peut-être que la CCDH pourra effectivement faire un travail là-dessus auprès des députés et des sénateurs afin de les sensibiliser à cette question, parce que lorsque vous êtes hospitalisé sous contrainte,
et que vous êtes amené à saisir un juge pour contester la mesure d'isolement ou de contention dont vous faites l'objet, il y a très peu de chances que vous soyez en état psychologique ou en état finalement des connaissances juridiques pour pouvoir contester utilement cette mesure. Et le fait de dire que la mesure elle est un petit peu disproportionnée ou qu'elle ne répond pas à un vrai besoin ne sera pas suffisant pour obtenir sa main levée devant un magistrat qui va se cantonner à suivre l'avis des médecins. Donc, il y a encore du travail, mais en tout cas, on est content de pouvoir compter sur la CCDH bien, pour pouvoir défendre les libertés fondamentales des personnes hospitalisées. Mais merci infiniment et également sur vous, hein, vous êtes également un fervent défenseur des libertés fondamentales, donc je crois que on travaille ensemble et c'est un grand plaisir pour nous et affaire à suivre, hein, je dirais, pour Oui, la bah, de toute suite façon, des opérations. on sera amené à faire toute une série d'autres émissions. Je reconduirai de nouveau sur cette question-là. Pour ceux qui découvrent un petit peu la matière, eh bien, n'hésitez pas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager. C'est important que l'information circule. Toute une série de vidéos vont arriver sur les soins sans consentement. Vous pouvez également nous suggérer en commentaire eh bien, les sujets dont vous souhaiteriez que nous puissions parler. Et bien sûr, à bientôt.